Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast pour les parents, créé par Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo et autrice du grand guide du sommeil de mon bébé. Pour vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent, nous interviewons ici des experts, des consultants, des professionnels de la petite enfance et des parents pour répondre à toutes vos questions sur la parentalité. Parce que le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons des solutions concrètes, nuancées et bienveillantes pour trouver votre propre chemin de parentalité. Bonne écoute à tous. Marie, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Bonjour Aurélie. Marie, on se retrouve aujourd'hui pour parler allaitement. Bien sûr, tu vas nous redire en quelques mots quel est ton parcours et quelles sont tes casquettes aujourd'hui au sein de Fait Dodo et du village Fait Dodo. Et puis ensuite, on va démarrer avec les questions qu'on a reçues dans une boîte à questions sur la thématique de l'allaitement. Juste petite précision avant de démarrer, on a déjà fait un autre épisode ensemble où on avait lié allaitement et sommeil, qu'on avait fait en table ronde avec Caroline également, Caroline et toi. Et là aujourd'hui dans cet épisode, eh bien on va s'attarder sur toutes les autres questions qu'on a reçues au sujet de l'allaitement qui n'étaient pas directement liées au sommeil, donc avec l'alimentation et puis diverses, on va dire problématiques, en tout cas questions que les parents se posaient. Marie, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ce qui te passionne et qu'est-ce que tu fais là au sein du village à présent ? Alors du coup, moi je suis infirmière de base. J'exerce encore en tant qu'infirmière. Donc je me suis spécialisée dans les soins intensifs et la néonatologie. Et avec ça, du coup, ça m'a donné envie de comprendre un peu plus et d'approfondir mes connaissances dans l'allaitement. Donc j'ai passé le diplôme pour être certifiée consultante en lactation IBCLC. Et aussi, j'ai commencé le parcours de l'école Fait Dodo pour me former sur le sommeil des bébés et des enfants. Donc infirmière, consultante IBCLC, consultante sommeil. Ça va quand les parents te contactent, ils sont entre de bonnes mains là on va dire. Bah, c'est complémentaire, donc c'était vraiment important pour moi d'avoir un peu tout cette globalité parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir là au travers des questions qu'on va aborder aujourd'hui. Tu vas pouvoir recouper plein de choses. Est-ce que tu peux simplement nous préciser ce que c'est qu'une consultante IBCLC ? Il y a des conseillères en allaitement. Quelle est la différence ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une formation spécifique ? Tu peux nous en dire un peu plus ? Alors oui, il y a une formation spécifique. Donc pour présenter cet examen, il faut plusieurs choses, notamment être professionnel de santé, alors il y a plusieurs parcours, mais le plus classique, c'est avoir quand même 1000 heures d'allaitement sur le terrain. Donc pratiquer déjà l'allaitement, avoir déjà des connaissances avant de présenter cet examen et aussi suivre au moins 90 heures de formation. Donc ça représente à peu près 1 année de formation en plus de tous les prérequis. C'est un examen qui est international et du coup qui est reconnu dans le monde entier. Autre chose, c'est que on doit rectifier cet examen tous les 5 ans. Donc ça nous force et ça nous permet d'être à jour au niveau des connaissances. Tous les 5 ans, on doit repasser l'examen ou suivre des cours ou des conférences. Ok, et oui, ça permet de se mettre à jour, ce qui n'est pas négligeable, parce que malgré tout, la recherche et les connaissances, ça avance vite. Donc c'est bien de pouvoir se tenir informé. Ok, oui, on super. découvre plusieurs choses, notamment les progrès de la médecine, l'imagerie, tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'allaitement ces dernières années. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues et peut-être qu'on va casser pas mal d'idées reçues aujourd'hui de choses qu'on nous a expliquées, mais de nos grands-mères. Et voilà, les choses ont évolué quand même. Oui, surtout qu'en plus, il y a quand même eu un certain nombre d'années où l'allaitement était moins présent, en tout cas dans certains pays tels que la France.
Et donc il y a peut-être aussi certaines choses qui se sont un peu perdues ou qui ont pu être un petit peu travesties dans la transmission. Et donc là, l'idée, c'est de venir remettre un petit peu les choses, les connaissances à jour pour que les mamans puissent s'y retrouver au mieux, parce que franchement, c'est pas si évident, en fait, d'allaiter son bébé, surtout au tout début, surtout si c'est un premier. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. D'ailleurs, on le voit au travers des questions qui nous ont été posées aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs toute la communauté Fédodo pour avoir participé à cette boîte à questions. On a eu beaucoup de questions. Alors Marie, on se disait en préparation de cet échange qu'on pourrait peut-être pas toutes les traiter. On va essayer de les recouper. On va essayer d'apporter un maximum d'informations aujourd'hui. Mais effectivement, ça soulève beaucoup de questions qui vont être soit plutôt liées à l'alimentation, à l'aspect vraiment de bébé qui se nourrit, et puis après au fil du temps même couplé avec la diversification alimentaire, etc. On va en parler. Et puis après des questions diverses qui vont concerner à la fois bébé, à la fois la maman qui allaite. Je te propose qu'on démarre justement avec l'ensemble des questions qui sont liées à l'alimentation, comme ça on va essayer de les traiter ensemble, et puis après on ira sur des questions un petit peu plus éparses. Donc à chaque fois, et là c'est vrai que ça a été souvent fait, c'est important, je le précise, s'il y a d'autres boîtes à questions, précisez-nous bien quel âge a votre bébé, parce que ça permet d'orienter les réponses à chaque fois des experts et des professionnels qui interviennent sur le podcast. Première question, si bébé, donc là 3 ou 4 mois, fait toute cette sieste, plus une bonne nuit, est-ce que 5 à 6 tétés uniquement, c'est suffisant? Est-ce que c'est OK? Alors, le plus important et ce qui va revenir beaucoup dans les questions, enfin dans mes réponses aux questions, c'est de voir en fait la croissance du bébé. On voit ça avec les courbes de croissance que le médecin réalise ou alors la sage-femme. Donc c'est important de voir vraiment la bonne évolution, le suivi de la courbe. Donc après, ça dépend aussi de plusieurs choses. Les tétées, elles peuvent être plus groupées ou moins groupées, c'est-à-dire que on peut avoir des tétées toutes les 2 heures ou alors des tétées plutôt toutes les 3-4 heures. Ça dépend aussi de la capacité de stockage de la mère. Donc il y a pas mal de facteurs qui influencent. Donc je pense pour répondre à cette question plus précisément possible, si la courbe de croissance du bébé est bien, on peut continuer comme ça, il y a pas forcément de soucis. Par contre, si on voit que la courbe s'infléchit un petit peu, bah c'est important de revoir les conduites d'allaitement, et pour ça c'est vrai que c'est pas mal de voir quelqu'un qui est spécialisé dans l'allaitement. Est-ce que tu conseilles, Marie, de tracer, justement, les heures des tétés, etc., pour ensuite, quand on se présente auprès d'un professionnel, que ce soit peut-être plus facile pour le professionnel de venir regarder ce qui se passe? Toi, tu le conseilles? Alors moi, je le conseille pas. Toi, tu le conseilles pas, d'accord. Pas forcément. Alors, s'il y a des soucis, si on veut repérer un problème, si on essaye de diagnostiquer quelque chose ou de repérer un manquement à un moment, oui, on peut tracer. C'est vrai qu'on sort souvent de la maternité avec des petits cahiers où on note quel sein, combien de temps, quelle heure. Et on voit des choses où les mamans sont tellement précises qu'elles mettent 10h08 jusqu'à 10h12. Je pense que c'est une charge mentale qui est quand même énorme. L'allaitement, de base, c'est fait pour quand même justement alléger les choses. Un allaitement à la demande, voilà, c'est la maman, elle propose, le bébé il dispose, il veut un sein, 2 seins, surtout au début. Voilà, je pense que à 3-4 mois, je pense pas que c'est nécessaire de noter, sauf si on repère quelque chose où on veut voir s'il y a un problème. Mais je pense pas que c'est nécessaire de noter les tétés. Après, ça peut rassurer la maman aussi, hein. Donc si ça lui convient comme ça, c'est voilà, le discours il est jamais fermé. Il faut vraiment s'adapter à la situation, à la personne qu'on a en face de nous. Et si ça permet à la maman d'être plus sereine, pourquoi pas? Mais je trouve que ton discours, il est vraiment très rassurant aussi, parce que il y a même des applications qui existent. Tu dois connaître ça par cœur, Marie, mais pour tracer donc non seulement les tétés, mais aussi
les couches, enfin tout en fait. Mais quand on voit ce que c'est déjà le quotidien avec un bébé, on se dit s'il faut tout tracer, ça peut vite être une grosse charge mentale. Donc je trouve ça assez déculpabilisant de se dire ok, on peut quand même laisser un petit peu filer et tout va bien. Ok, autre question. J'ai une baisse de lactation à cause du jeûne intermittent. Donc là du coup pour la maman. Comment je fais pour augmenter ? Et elle précise entre parenthèses, je tire mon lait. Donc là par contre on n'a pas l'âge de bébé. Mm. Alors, c'est ce que j'allais demander. C'est voilà, ça dépend aussi du stade de lactation. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est le milieu? Est-ce que c'est la fin? Moi, dans toutes les connaissances que j'ai, vraiment, on déconseille toutes sortes de régimes pendant l'allaitement. Vraiment, ça peut perturber la lactation, ça peut induire de la fatigue mentale, physique. Donc déjà, vraiment de base, on déconseille les pertes de poids, Je pense qu'un jeûne intermittent, voilà, ça demande aussi une rigueur, une fatigue. Même psychologiquement, on peut être du coup moins disponible en fait pour son bébé. Donc malheureusement, je dirais déjà d'arrêter le jeûne intermittent pour faire remonter cette lactation. Après, s'il y a vraiment une baisse de lactation, c'est important. Alors c'est pareil, ça dépend de l'âge de l'enfant et du stade de lactation, mais c'est important de restimuler en fait. Donc cette maman apparemment est déjà au tire-lait, et ben c'est de rapprocher les séances de tire-lait, de peut-être retirer la nuit s'il y a plus d'expression la nuit, de remettre pendant 24-48 heures, de faire des expressions plus rapprochées. Alors ça demande un peu de rigueur, donc c'est pour ça un peu plus de rigueur, plus un régime. Je pense que c'est quand même très contraignant et ça demande énormément de force. Et voilà, je pense que c'est important de vraiment quand on allaite d'être dédié à ça. Et puis les régimes, on peut y penser pour après. Et puis après, j'ai envie de te poser une question. Tu me dis, Marie, si ça ne te convient pas, mais j'aurais envie aussi de dire que ça peut se moduler, parce que souvent, le jeûne intermittent, ça fait 16 heures de repos digestif. Oui, ça dépend. Ouais. Peut-être que pour cette maman-là, 16 heures, c'est trop. Peut-être que 14 ou 15, finalement, ça passerait. Peut-être qu'il suffit pas de grand-chose. Donc, peut-être qu'on peut... Enfin, qu'il y a une... Je veux dire par là qu'on n'est pas obligé de faire 16 ou alors de faire 10 et de manger à 6 heures du matin. On peut peut-être aussi venir réguler en fonction des habitudes qu'on peut avoir par ailleurs. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut pas du tout trouver rien, un quoi. équilibre. Voilà, c'est pas forcément du tout rien. On peut quand même peut-être moduler, comme tu dis. Et puis après, faut pas hésiter aussi à aller voir un médecin et puis voir aussi ce qui est faisable en fait, hein, parce que c'est vrai que faut pas non plus présenter des carences, tout ça. Donc je pense que c'est important quand on entame un régime, de se faire accompagner par quelqu'un qui est spécialisé soit en nutrition, soit en nutrition du bébé, enfin voilà, je pense que c'est important d'être suivi, d'autant plus s'il y a une baisse de lactation, de se rapprocher d'un professionnel et puis de voir ce qu'on peut faire avec ça. À quel moment vaut-il mieux tirer son lait pour ne pas empiéter sur la ration de bébé ? Alors, j'imagine que c'est pour faire du stock. Donc ça c'est pareil, faudrait savoir un petit peu à quel âge a l'enfant. L'idéal, c'est déjà la priorité, c'est de donner le lait au bébé. Donc de faire la tétée et ensuite à la fin de la tétée on peut très bien tirer le lait pour vider les seins. Là il y a pas de souci, ou alors il y a peut-être un sein que le bébé a moins pris, donc vraiment vidanger ce sein, et là on est sûr de pas empiéter sur la ration du bébé. Il y a aussi la possibilité de créer du stock, notamment au début de la lactation, sur les tétées de matin. Si par exemple le bébé espace un petit peu ses tétées la nuit, euh, la première tétée du matin, souvent les seins sont quand même bien pleins, et après la tétée, on fait tétée bébé, et ensuite on peut tirer un peu de lait, on peut vider le sein, et ça nous permet de créer du stock. Par rapport à la diversification alimentaire,
Quand donner, donc j'imagine quand donner le sein, lors de la diversification alimentaire, avant ou après le repas? Donc ça rejoint un petit peu la question précédente. Mm. Alors, ça dépend aussi de l'âge, hein, c'est toujours pareil. Donc, les recommandations de l'OMS, déjà, la diversification alimentaire, elle doit être commencée à 6 mois révolus. Euh, Jusqu'à 1 an, le lait, ça représente quand même la chose la plus importante dans dans l'alimentation du bébé. Et moi, je recommande de donner la tétée, surtout au début de la diversification. Enfin, c'est vraiment au début de donner la tétée avant le repas. Et on peut poursuivre comme ça jusqu'à au moins 12 mois. Voilà. Comme ça, on est sûr que voilà, le bébé, il a sa ration de lait, ça reste l'alimentation principale de l'enfant, au moins jusqu'à 12 mois de donner avant le repas. La question qui suit fait peut-être écho à ce que tu viens de dire. Bébé de 8 mois refuse la diversification. Il tète toutes les 3-4 heures la journée, mais 2 heures la nuit. Que faire? Est-ce que peut-être justement parce que la proposition des repas ne correspond pas à ce que tu viens de dire et peut-être qu'il préfère juste aller sur la tétée? Alors ça peut être ça effectivement, mais ça, enfin, moi pour cette question, je pense que c'est important de voir les courbes de croissance de l'enfant et puis de voir s'il n'y a pas justement, enfin pourquoi il refuse la diversification alimentaire. Il y a aussi des personnes comme Myriam par exemple chez Fedodo qui sont spécialisées dans l'alimentation du bébé. Il peut y avoir un problème d'oralité avec un problème au niveau des textures. Donc c'est quand même, je pense que c'est très important quand on a un bébé de 8 mois qui refuse de prendre autre chose que le lait maternel, d'aller creuser un petit peu, de voir s'il n'y a pas autre chose, et puis surtout de suivre bien la croissance de cet enfant. Hmm. Tu Mais citais c'est déjà Myriam, bien on s'il a... prend le lait. Oui. Ouais, c'est déjà bien. Faut continuer ça et puis en parallèle essayer de voir il y a quelque chose qui se passe. Euh, voilà, pour refuser l'alimentation, c'est pas quelque chose de normal. Tu citais Myriam. On a Myriam et Tiffany chez Madame Miam, effectivement au sein du village Fedodo, qui peuvent vous accompagner pour venir comprendre un petit peu ce qui se passe et vous orienter à ce niveau-là, vraiment effectivement purement alimentaire. Bébé de 5 mois, cette fois-ci, allaitement exclusif, courbe, ok, là la maman le précise. Comment passer au mix PCN? Alors je ne sais pas ce que c'est que PCN en abréviation. C'est Comment commencer? préparation pour nourrissons. Ouais. Préparation Euh, Bah c'est pour nourrir. le lait infantile, ce qu'on appelle D'accord, plus communément comme ça, les boîtes d'accord. de lait en Non, mais poudre. j'en apprends tous les jours avec les abréviations des Instagram, c'est très bien. Donc comment commencer? Alors déjà, donc c'est 5 mois, hein, c'est ça. Oui, Donc bah déjà il faut comprendre pourquoi commencer. Quels sont les facteurs de motivation de la maman, de la famille. Alors peut-être que c'est lié à une reprise du travail. Euh, Comment commencer? C'est assez difficile de répondre à cette question parce que vraiment chaque enfant, chaque situation, chaque famille est particulière et il n'y a pas une réponse figée en fait. Il faut vraiment rentrer dans une discussion avec cette maman, comprendre pourquoi et comment elle veut commencer. Il y a pas mal de solutions. Euh, le choix du lait en fonction de l'âge, le type de contenant pour donner ces préparations. Donc c'est difficile de répondre comment. Je pense que c'est important de comprendre surtout les facteurs de motivation. Et puis après, c'est voilà, faut trouver quelque chose qui convient au bébé. Le matériel, le biberon. Et alors, il n'y a pas que le biberon. Faut savoir que il existe plusieurs façons de donner du lait autre que le sein à un bébé. Le biberon, il existe aussi des gobelets. Il existe, on peut donner à la cuillère. Alors voilà, ça dépend des quantités aussi qu'on veut donner, euh, les moments dans lesquels on veut donner. À puis le savoir temps que qu'on a, si on j'imagine. veut le temps qu'on a, à savoir que c'est vrai que c'est la maman, c'est pas forcément la meilleure personne pour donner un premier biberon, par exemple. On peut déjà peut-être essayer de commencer par donner un biberon avec du lait maternel pour
voilà, montrer au bébé un petit peu le biberon, le faire découvrir ça. Et ensuite, on peut aussi faire moitié préparation infantile avec du lait maternel, et puis diminuer la quantité de lait maternel pour arriver à du lait en poudre classique uniquement dans le biberon. Alors, il y a beaucoup de manières de faire, et puis ça peut être aussi voilà une une motivation d'aller consulter quelqu'un de spécialiste si on n'arrive pas à trouver la solution tout seul. Hmm. Mais il y a pas mal de choses. Est-ce que, Marie, tu penses que pour ce type de questions, est-ce que tu dirais que c'est compliqué et qu'il faut forcément y réfléchir en amont? Ou est-ce que on peut aussi se laisser, entre guillemets, un peu aller à son instinct? C'est-à-dire qu'on se dit, bah voilà, tiens, juste je lui fais tester, je regarde ce qui se passe. Est-ce qu'il prend un autre biberon? Est-ce que pas? Est-ce que si c'est le conjoint qui s'en occupe, comment ça se passe? Ou est-ce qu'il faut vraiment que ce type de transition soit réfléchi, organisé? Ou est-ce que parfois on peut aussi juste laisser filer puis faire un petit peu les choses comme ça au feeling? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que souvent, c'est un petit peu comme les projets de naissance. Je trouve que c'est super d'y réfléchir, d'avoir quand même des connaissances. Et d'ailleurs, en allaitement, c'est prouvé, hein. Il y a des études qui montrent que plus on s'est renseigné, plus on a des connaissances, plus on est accompagné, plus le parcours d'allaitement va être plus facile et plus long. Euh, Par contre, ça peut aussi être facteur de déception. Si on se projette, on se dit bah voilà, j'ai acheté tel biberon parce que quand il aura 5 mois, 6 mois, je veux essayer, ou alors je veux faire du mixte à tel âge. Je pense que ce biberon va convenir, parce que c'est vrai que maintenant il y a énormément de choses qui sont vendues comme similaires au sein. Enfin, il y a beaucoup de marketing derrière, et en fait, on se rend compte que il y a des bébés qui vont prendre tout à fait l'inverse de ce qu'on a pensé. Donc, ça peut être vraiment finalement un peu ouais, facteur de déception en fait, de se projeter trop en amont. Mais voilà, c'est aussi bien d'avoir quand même connaissance de ce qu'il existe, de au moins connaissance de comment à qui parler en fait. Comment se renseigner. Je pense que c'est ça le plus important, c'est comment je vais trouver une personne qui va pouvoir m'écouter, comprendre mon problème, et puis du coup trouver une solution à ma famille, à mon bébé, à moi. Je pense que c'est plus enfin voilà, moi je pense que c'est plus comme ça. Hmm. Oui, à la fois finalement, arriver à avoir un cadre d'information, de savoir, de professionnels à contacter, puis à l'intérieur de ce cadre, se faire confiance aussi, et puis s'autoriser à ce que ce soit pas exactement comme on l'avait imaginé. Ok. Tout à fait. Ben justement, tiens, tu parlais du biberon. Une question sur le biberon. Comment trouver le biberon adapté pour un bébé de 6 mois allaité à 100%? Eh ben, alors l'outil idéal euh, pour donner le lait autrement que le sein, il n'existe pas. L'outil idéal, quand on est à l'aide, c'est le sein. Après, il y a la méthode optimale, comme on disait, elle peut être variable d'un enfant à un autre, d'un parent à un autre, d'une situation à une autre. Euh, Ce qui est à considérer pour choisir un outil, une autre méthode, c'est déjà le coût, la disponibilité du matériel, la facilité d'utilisation de ce matériel, l'entretien. Le volume qu'on a à donner à l'enfant, et puis si c'est une solution, si c'est une utilisation qui doit perdurer dans le temps, ou alors si c'est une situation qui est provisoire. Par exemple, la maman qui s'absente juste une journée, ou voilà. Donc ça, c'est quand même. Et puis aussi, et pas des moindres, la préférence parentale de l'utilisation, parce que si par exemple enfin rien que pour les matières, par exemple si on est contre le plastique, plutôt au verre, tous les biberons, toutes les tétines ne s'adaptent pas sur des biberons en verre. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que le biberon, il y a la cuillère, le gobelet, il y a les seringues, il y a aussi je sais pas si vous connaissez le paladet, mais c'est aussi des fois plus utilisé pour les petits. C'est comme une petite tasse avec un bec verseur. Voilà, il y a plusieurs solutions d'alternatives, mais l'outil idéal, on peut pas le trouver. On peut le trouver du premier coup, mais on peut pas le trouver comme ça.
Enfin, c'est pas forcément facile, je veux dire. Voilà, faut essayer, faut chercher ce qui correspond à tout le monde en fait. Et qu'est-ce que tu penses justement du biberon qui a la tétine où ça coule pas facilement, où ça coule pas tout seul, que ça reproduit un petit peu en tout cas ça demande un effort un peu similaire à bébé que Mm, lorsqu'il est au sein, elle a les petits biberons, je crois il y a qu'une seule sorte, une seule marque qui fait mm, ça, les petits biberons jaunes là. Est-ce que mm. tu penses que c'est quelque chose d'intéressant? Peut-être que la question elle est aussi dans ce sens-là. Est-ce qu'il faut réfléchir à la sorte de tétine pour qu'il n'y ait pas Mm. ensuite de difficultés pour bébé de retourner au sein? Eh ben, alors ça dépend de l'âge, mais vraiment les tétines qu'on dit spécial allaitement. Alors il en existe plusieurs. Il y a celle-ci. Euh, alors vraiment, moi de ce que je vois de mon expérience, en fait il y a des bébés qui sont allaités et qui vont pas du tout comprendre comment faire pour avoir le lait avoir le lait qui coule de cette tétine. Il y a des bébés qui sont pas forcément allaités et qui vont utiliser ces tétines. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de dire que les bébés allaités vont préférer cette tétine spéciale allaitement. Ok. Euh, je vais être maman à 42 ans. Est-ce que l'âge a un impact sur la possibilité d'allaiter? Alors, du coup, bah, à 42 ans, faut voir aussi la situation. Est-ce que c'est un bébé qui est arrivé naturellement? Est-ce qu'il y a un parcours de FIV, de PMA? Ça peut influencer. Euh, Aussi, il y a le fait d'être maman tardivement à 42 ans. Il peut y avoir plus de risques d'accoucher d'un enfant prématuré. Donc c'est vrai que sans faire peur, hein. Mais il y a pas de tout de limite d'âge à l'allaitement. Et d'ailleurs, les études prouvent enfin, montrent que plus les mères sont âgées, plus elles vont allaiter longtemps. Souvent, c'est quelque chose qui est réfléchi en amont. Et comme on disait tout à l'heure, plus c'est préparé, plus on en a discuté, plus c'est quelque chose qu'on va réussir à faire plus longtemps. Donc voilà, faut voir le parcours de grossesse. Si par exemple il y a eu une prise d'hormones, il y a certaines hormones qui peuvent causer une insuffisance de lactation, qui sont qu'on appelle préglandulaires, donc qui sont de cause hormonale. Et puis du coup, voilà, faut voir ce parcours de grossesse. Et puis, il y a aussi une insuffisance de lactation qui peut être due plutôt enfin, qui est secondaire à une conduite d'allaitement moins, enfin inappropriée. Euh, on sait que plus on va faire téter l'enfant, plus on aura du lait et plus la lactation va se lancer sur le début. Ben quand on est peut-être plus âgé, on a peut-être un peu plus de mal, les réveils, enfin voilà, on peut être plus fatigué, donc je pense que ça demande d'autant plus de soutien, de organisationnel, de soutien émotionnel. Voilà, faut voir aussi le parcours de grossesse de la maman qui peut être aussi peut-être un peu lourd les préparatifs, des échecs. Donc c'est vrai que je pense il y a pas de souci pour la lactation, mais je pense que ça demande un soutien d'autant plus présent en fait. Hmm. Oui, donc d'un point de vue physiologique, D'un purement point de vue physiologique, physiologique, la femme peut allaiter à partir du la femme, moment voilà. où il n'y a pas d'autres contraintes, où il n'y a pas d'entrave, où tout se Voilà, passe normalement. D'accord. tout à fait. Donc là, on est vraiment dans les questions diverses et variées. Marie, on va aller un petit peu à droite à gauche. Euh, Allaitement exclusif. Non, alors attends, excuse-moi. Alors, doit-on faire rôter bébé 1 mois et demi, même la nuit? Ah ok, doit-on faire rôter bébé la nuit? Et on précise, il a 1 mois et demi. Alors, j'imagine que si il y a même la nuit, c'est que bah, du coup la journée on fait rôter bébé. Donc je vois pas pourquoi on le fait rôter la journée et pas la nuit. Moi je pense que c'est pas mal quand même de verticaliser un petit peu l'enfant après la tétée. Euh, Après c'est vrai que des fois l'enfant s'endort au sein, euh, mais c'est toujours un plus de faire rôter bébé. Ça peut éviter plusieurs désagréments ou un réveil un peu plus tard parce qu'il y a quelque chose de coincé. Donc je pense que si on fait rôter la journée, on peut le faire rôter la nuit. Ok.
Comment se passer d'un bout de sein quand pas de téton qui ressort? Alors ça, c'est difficile à répondre sans voir le téton. Parce que le téton, il peut ne pas ressortir quand il n'est pas stimulé, il peut ressortir et tout en ressortant quand même avec la stimulation ou pas. Donc c'est vrai que on peut essayer enfin, l'idéal c'est d'observer une tétée avec un professionnel, clairement. Euh, Après, si on veut essayer quand même de se passer du bout de sein, on peut essayer en début de tétée de commencer la tétée sans le bout de sein, en essayant peut-être pour faciliter la prise du sein à l'enfant de stimuler un petit peu manuellement pour essayer de faire ressortir un petit peu. Mais voilà, on peut essayer le début de tétée sans le bout de sein et puis de mettre le bout de sein si bébé s'agace ou s'énerve. Après, vraiment l'idéal pour ce genre de questions, c'est vrai que c'est difficile de répondre sans voir la situation. Bébé bientôt en crèche. Possible de garder un allaitement uniquement soir, nuit, matin et plus en journée. Il y a écrit plus en journée, mais je pense que justement c'est qu'il n'y en a plus Et en journée. Donc mm, c'est-à-dire pas en journée puisqu'il est à la crèche. Est-ce que c'est possible de garder l'allaitement avec juste des tétés soir, nuit et matin? alors ça dépend de l'âge de l'enfant. Euh, Parce qu'on peut rentrer en crèche tôt. Donc moi je dirais que c'est tout à fait possible de maintenir en fait la lactation. Alors je sais pas si la maman parlait de l'allaitement, est-ce que mon bébé va refuser le sein ou est-ce que ma lactation va diminuer? Ce qui est surtout important, c'est que lorsque l'enfant est à la crèche, c'est que la maman exprime son lait, elle tire son lait à l'aide d'un tire-lait en fait, de remplacer vraiment les repas de l'enfant habituels par une séance d'expression de lait. Ça, c'est vraiment primordial. Après, voilà, je pense que je sais pas dans quel sens était tournée la question, mais c'est tout à fait possible de maintenir un allaitement avec une tétée le matin, une tétée le soir, et puis de tirer le lait la journée et de donner le lait à la crèche. Euh, et puis, par contre, de favoriser au maximum l'allaitement lors des week-ends, par exemple, des temps de présence maman-enfant. Vraiment de passer des moments relationnels à nouveau avec le sein, l'enfant. Ouais, je pense que c'est important. Et est-ce que justement, parce que dans l'autre épisode qu'on a enregistré, Marie, tu faisais aussi en tout cas, tu mettais l'emphase sur le fait qu'on parle beaucoup de bébé, de ce qui est ok pour lui, mais qu'il fallait aussi prendre en considération la maman et les difficultés que ça pouvait poser justement au niveau des seins. Le fait qu'il puisse y avoir des changements trop brusques, Mm. trop importants, beaucoup de tétés, plus du tout de tétés. Et du coup, ça me fait penser là à une question si la maman, pour le coup, ne tire pas son lait et qu'elle garde l'allaitement soir, matin et éventuellement la nuit, mais par contre qu'elle fait beaucoup téter le week-end, si le week-end c'est ses jours de repos et les temps avec bébé, est-ce que ça c'est ok pour la lactation chez la maman? Est-ce que ça peut pas après susciter justement des difficultés le lundi, mardi avec trop d'engorgement si on restimule à chaque fois 2 jours par semaine? Bah, justement, c'est pour ça que c'est important de garder quand même un rythme un petit peu constant Avec le de tire-lait, alors tu veux dire? voilà avec le Mm. tire-lait surtout enfin ça c'est toujours pareil hein, ça dépend de l'âge de l'enfant mais en tout cas ça va pas mettre forcément en péril enfin plus tard dans la lactation ça va pas mettre en péril la lactation si la maman saute un repas ça va pas diminuer la lactation. Euh, Après, je mets aussi des parenthèses en disant que quand même ça dépend aussi des mères en fait. Hein, ça dépend toujours de la situation. Mais voilà, je pense que c'est important de pas d'être un peu graduel, on va dire, vraiment de pas stopper une journée entière. L'expression du lait, l'extraction du lait, ça risque de faire des engorgements ou de faire des complications plus graves. Vraiment, l'idée c'est d'être sur un rythme qui est le même que l'enfant a le week-end par exemple, sans forcément surstimuler, hein, mais voilà, de faire les extractions au moment des repas habituels de l'enfant lorsqu'on s'absente. Je pense que c'est
compliqué de maintenir quelque chose de stable et puis enfin, de serein si on a un rythme inverse ou alors si par exemple il t'est le week-end toute la nuit, toute la journée et puis que la semaine du coup il y a un grand vide pour les seins, ça va pas être faisable. Et puis après, tu disais effectivement que ça dépendait de l'âge de l'enfant. J'imagine que plus il est grand, plus il y a de flexibilité, de souplesse dans l'organisation, que ce soit pour bébé, mais que ce soit aussi pour maman, par rapport au sein. Tout à fait. Est-ce que ça change si bébé c'est le premier ou s'il arrive et qu'il y a déjà qu'il arrive dans une fratrie qui a déjà un grand frère, enfin un grand frère, grande sœur ou même plusieurs. Est-ce qu'il y a plus de flexibilité quand la maman elle a déjà connu plusieurs allaitements? Est-ce que c'est plus facile de passer une tétée? Est-ce qu'il y a moins d'engorgement ou est-ce que vraiment ça n'a rien à voir et on repart à zéro pour chaque enfant? Non, ça n'a rien à voir. Effectivement, on peut être plus cool dans sa tête. Mais Mais dans le corps ça fonctionne pareil, ouais. mais dans le corps ça fonctionne pareil. On peut c'est vrai que voilà on peut être on peut se poser moins de questions, mais des fois justement on a tendance à différer beaucoup plus facilement la demande de l'enfant. Alors attention quand il est tout petit parce que les enfants on diffère pas la tétée, mais plus tard quand l'enfant accepte d'être différé, par exemple si la maman veut pas allaiter dans la rue ou on peut dire à l'enfant je sais pas si un enfant tête à 2 ans de dire bah moi je fais que les tétés à la maison. Bah en fait voilà, c'est le sein et lui il est toujours pareil, que ce soit un premier, deuxième ou troisième ou quatrième ou autre. Le risque d'engorgement il existe pareil. Hmm. Justement, tu parles de bébés plus grands, en tout cas là d'enfants de 2 ans. Il y a une question, comment se passe le sevrage naturel et à quel âge? Une question qui prend un petit peu l'allaitement un peu plus tardif que pour les tout petits bébés. Le sevrage naturel. Le sevrage naturel, en fait, il est entre 2 ans et demi et 7 ans. C'est très large. Faut savoir que à partir de 7 mois, euh, il y a la fin de l'allaitement exclusif avec l'apparition de la diversification. Euh, Comme on disait tout à l'heure, jusqu'à 1 an, le lait maternel, le lait maternel, pardon, ça reste l'alimentation, enfin l'aliment principal du bébé. Euh, Certaines tétées, elles restent encore seules, comme sur des moments de sieste, par exemple. Elle n'est pas forcément associée à un repas. Euh, le bébé, à ce moment-là, il se sèvre pas tout seul, en fait. Et jusqu'à 8 9 mois, le bébé, il est sensible au débit de lait. Donc, il va se détourner du sein, par exemple, s'il y a une baisse de lactation. Donc ça peut être un sevrage qui est pas forcément voulu, mais avec la reprise du travail, une difficulté d'exprimer son lait quand on est au travail, ça peut être un facteur de baisse de lactation. Et du coup, à ce moment-là, le bébé, il peut se sevrer un peu tout seul parce qu'il y a cette baisse de lactation. Au-delà de 10 mois, il y a un attachement au sein. Donc, même s'il y a une baisse de lactation, c'est un moment relationnel avec le sein et la maman. Après, le défi je dirais, de l'allaitement au-delà de 12 mois, ça reste aujourd'hui, à mon sens, aussi le regard de la société sur l'allaitement, les jugements qu'on peut avoir. Ça peut être aussi le bébé qui mord le sein. Parce que peut-être que le débit il est un petit peu moins important, alors il veut que ça coule, donc il mord. Ou alors lors des poussées dentaires. Au-delà de 12 mois, le lait, c'est un tiers des besoins énergétiques de l'enfant, jusqu'à 24 mois. En fait, au-delà de 12 mois, c'est aussi la relation à l'allaitement qui est à ajuster pour ce sevrage. Comment la mère, par exemple, ressent les tétées. Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que c'est agaçant? Il y a ça aussi qui peut rentrer en jeu. Faut identifier aussi les moteurs de motivation de la maman. Et puis, à cet âge-là, comme on disait tout à l'heure, on peut différer les demandes. Donc, c'est important de savoir que on n'est pas obligé de donner à son bébé tout de suite maintenant.
si on veut pas allaiter dans un lieu public, dans un train, enfin voilà, dans un transport en commun ou sur un banc en pleine rue, on peut différer cette demande. On peut dire, expliquer à l'enfant que ok, on fait l'allaitement, mais quand on est à la maison tranquillement, voilà, on peut aussi s'adapter. Donc il n'y a pas vraiment d'âge de sevrage, mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en compte dans ce sevrage en fait. Ça peut apparaître plus ou moins rapidement et voilà. Après, comme on disait tout à l'heure, attention de s'il y a un arrêt brusque de sevrage, enfin un arrêt brusque d'allaitement, attention de se faire suivre si on a besoin, mais voilà, de pas arrêter comme ça d'un coup les seins. Eux, ils ont besoin de quelque chose de quand même progressif. Hmm. Ben justement, on va passer sur une question qui reprend ça, j'en ai vu une tout à l'heure. Ah oui, comment gérer les nuits sans tétée, seins douloureux, tirer le lait la nuit, oui, non? Parce qu'effectivement, au début, quand le bébé commence à faire ses nuits, ça peut être compliqué pour la maman de plus avoir de tétée la nuit. Bien que, je crois que c'est là où finalement on produit moins de lait. C'est Alors, le moment le plus facile. ça dépend Non toujours de l'âge de l'enfant. Si c'est le début, euh, on a parlé un petit peu à la table ronde avec Caroline sur l'autre épisode. Faut faire quand même attention de voir selon l'âge. Un bébé de 1 mois qui tète pas la nuit, faut quand même être vigilant sur les courbes de croissance. Et voir comment il tète la journée. Donc, ce qui est important, c'est de voir aussi la croissance de l'enfant. Après, si les seins sont tendus, c'est que la lactation, elle est sûrement en train de se mettre en place. Donc, moi, je conseillerais de surtout mettre au sein un bébé et on peut mettre au sein un bébé en sommeil léger. Ça pose pas de problème et au contraire, des fois, ça enlève des problèmes quand on a un bébé qui est agité ou autre. Donc ça, c'est possible. Et sinon, non, ne pas laisser le sein tendu, c'est vraiment trop, Donc utiliser c'est vraiment un trop. tire-lait. Parce que là, Utiliser peut-être que un la tire-lait. question allait dans ce sens de, je sais pas, un bébé peut-être de 6 ou 7 mois ou 8 mois, qui pour le coup, fait ses nuits, ou Qui a, peut-être commence à ouais. faire ses nuits complètement. Avant, il y avait une Mm, tétée, il y en a plus. Et est-ce mm. que... Parce que ça peut aussi être un petit peu la question de, ok, il commence à faire ses nuits, mais en même temps, il se réveille pas si tard que ça. Peut-être qu'il se réveille, par exemple, à 5 heures ou à 6 Mm, heures. Si on tire le lait, on a peut-être peur qu'il n'y en ait plus assez le matin, que ça mm, mm. puisse... finalement, ça peut générer un peu de stress ou d'inquiétude chez la maman. On peut repérer justement à peu près les horaires si ce bébé a un rythme qui a changé par exemple parce que faire ses nuits finalement ça dépend quel âge et faire ses nuits en allaitement on peut dire aussi faire ses nuits enfin, ça dépend l'âge de l'enfant mais quand c'est 5 heures de sommeil d'affilée. Donc pour le sein si 5 heures de sommeil d'affilée au début c'est beaucoup et ça peut créer effectivement des tensions au niveau du sein. Euh, mais je pense que c'est important d'avoir vraiment cette progressivité. Donc, si l'enfant a réussi à faire ses nuits et avant t'étais auparavant, de tirer le lait. Après, le moment, c'est essayer de repérer à peu près les horaires de réveil de l'enfant. Et puis, on n'est pas obligé de vider entièrement le sein. Hmm. Le sein, il produit en permanence en fait. Hein. Donc, si on le vide, il va reproduire immédiatement Oui, et on peut juste donc soulager un petit on peu. peut juste soulager un petit peu et puis ça nous laisse le sein et puis on a 2 seins donc ça peut laisser un petit peu de lait pour l'enfant si on a un doute est-ce qu'il va se réveiller s'il n'a pas de rythme encore stable. Quand le bébé est malade, est-ce que donner plus le sein peut aider à la guérison? Et il y a précisé entre parenthèses, demande plus la nuit. J'aime beaucoup cette question parce que quand on sait tous les bienfaits du pot à pot, du contact, du lien sur la guérison, c'est une jolie question. Il n'y a pas d'âge dans la question, je crois. Hein. Non, il n'y a pas Il d'âge. y a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Alors le lait, c'est fantastique. Le lait maternel, il est fantastique. Il y a 200 constituants dans le lait maternel. Euh, il y a plusieurs choses. Et alors, je vais rester simple et pas rentrer trop dans les détails, mais il y a énormément de choses, notamment le principal composant du lait, c'est l'eau. Et il est lié, en fait, l'eau, elle est liée à d'autres molécules, ce qui permet de retenir l'eau dans le corps et de pas
fuiter par les urines, par exemple. Euh, donc c'est une excellente solution d'hydratation pour l'enfant. Donc selon la maladie, ben effectivement, ça peut vraiment être un plus de donner le sein à bébé si c'est une gastro-entérite par exemple. Donc ça lui permet aussi de réguler lui sa température parce qu'il faut savoir que chez les enfants, il régule en fait par l'évaporation d'eau par la peau. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'il y a une belle idée reçue là-dessus avec l'eau. C'est que la production de lait de la maman, elle n'est pas liée à sa consommation d'eau. Je sais pas si c'est encore une idée mais ça circule quand même encore beaucoup. Moi, je le vois énormément à l'hôpital, des mamans qui boivent, qui boivent, qui boivent. Voilà. Si la maman elle est déshydratée, elle va, enfin si elle s'apporte pas d'eau, son corps il s'adapte en fait. Elle va moins uriner, elle va garder l'eau. Donc ça va pas influencer la production de lait. Et le corps est magnifiquement fait parce que quand on allaite, il y a une sécrétion d'ocytocine et l'ocytocine, ça donne soif. Donc de toute façon, voilà, on aura soif quand on allaite et on le sait bien. Hein, souvent, surtout au début, on sent vraiment, on met bébé au sein et instantanément, on a une sensation de soif. Hmm. Donc je disais Ça me fait penser oui, à ce que tu dis, effectivement, j'ai très souvent entendu dire des mamans, et pour l'avoir vécu aussi, on ne se pose jamais dans le canapé sans sa bouteille d'eau, sans sa gourde, sans son verre, parce que quand on est installé avec bébé, c'est là aussi, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Donc, oui, c'est vraiment une sensation du désert, hein. C'est ça. C'est très surprenant. Donc c'est quand même assez bien fait. Le deuxième constituant du lait, c'est tout ce qui est glucides. Donc il y a le lactose qui est une source d'énergie. Donc on en a on en a besoin quand on est malade. Et puis les oligosaccharides qui ont vraiment un rôle de barrière contre l'implantation des éléments pathogènes. Ça empêche l'adhérence des virus et des bactéries. Ça a aussi un effet antimicrobien. Le troisième constituant du lait, c'est les lipides, donc qui est aussi une source d'énergie immense. Et enfin, il y a aussi les protéines qui ont un rôle dans la digestion, dans l'utilisation des macros et des micronutriments. Et dans le transport des vitamines, notamment des hormones, et qui a un rôle dans l'activité immunitaire. Elle lutte contre les bactéries, ça aide à lutter contre les bactéries et les virus. Donc tout ça, c'est quand même, quelle que soit la maladie, c'est quand même le lait maternel, c'est quand même assez formidable. Il y a aussi tous les composants avec les cellules, les macrophages, les lymphocytes, les immunoglobulines. Il y a énormément de choses qui vont aider à lutter. Et en plus, ça nous aide à garder l'eau, ça apporte au bébé de l'énergie. Donc c'est assez formidable et il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'en fait une maman quand elle est dans un lieu, elle va s'imprégner un petit peu de toutes les microbes, les bactéries. Son système immunitaire qui est mature, il va sécréter des anticorps, pour lutter contre cet environnement. Et en fait, ça se retrouve dans le lait. Donc en fait, là, par exemple, si c'est un bébé qui est malade, je sais pas, ça peut être soit un bébé qui est hospitalisé, donc elle s'imprègne vraiment du lieu de vie de l'enfant. Donc ça peut vraiment aider le bébé à lutter contre l'environnement dans lequel il est. Et par exemple, moi je conseille, par exemple, aux mamans qui ont des bébés à la crèche, lors des transmissions, de venir en fait, de rester un petit peu, un petit moment dans le lieu de crèche, de s'imprégner un petit peu de cet environnement, des pathogènes qu'il peut y avoir, et du coup, en donnant le lait ensuite, la maman elle va donner exactement ce qu'il faut au bébé pour lutter contre l'environnement dans lequel il est en fait. C'est assez magique. Pour s'adapter, oui. Quel conseil pour un REF? Et qu'est-ce qu'un REF? Alors, quel conseil pour un REF? Alors, c'est un grand sujet, le REF. Alors, REF, c'est réflexe d'éjection forte. C'est souvent auto-diagnostiqué par les patientes, parce qu'on en entend parler, parce qu'on a lu. Mais voilà, faut quand même prendre ça avec des pincettes.
parce que ça peut cacher d'autres problèmes. Alors, est-ce que c'est une hyperlactation? Est-ce que il y a aussi, est-ce que c'est des signes sur le bébé qui nous ont laissé penser que c'est un REF, qui peuvent cacher d'autres problèmes tels que une allergie aux protéines alimentaires ou, enfin voilà, il y a quand même pas mal de pincettes à prendre. Moi, les conseils, si vraiment il y a un REF simple, sans forcément être associé à une hyperlactation, il y a des positions qui peuvent être aidantes, d'allaiter en BN, donc avec le bébé sur nous plutôt vertical, et puis avoir la maman avec une position plutôt allongée en fait. Du coup, ça va ralentir forcément le débit. Si vraiment c'est compliqué, on a essayé pas mal de choses, on peut utiliser des bouts de sein. Les bouts de sein, le principal inconvénient du bout de sein, c'est de ralentir le débit. Donc là, ça peut être un atout. Mais voilà, je pense que c'est important de le faire vraiment diagnostiquer par un professionnel parce que ça peut cacher pas mal de d'autres problèmes qui peuvent être complètement autres. Il peut y avoir un frein de langue de l'enfant. Voilà, je pense que c'est important de le faire vraiment diagnostiquer en tant que tel. Je te propose qu'on en prenne une dernière, à nouveau par rapport aux quantités de lait, mais avec la question de s'il boit suffisamment en journée. Donc comment gérer les quantités de lait au sein pour un bébé de 8 mois? Boit-il assez en journée? On peut pas savoir combien on donne au sein. Et souvent, c'est un peu les questionnements des mamans. En général, quand on est arrivé à l'été jusqu'à 8 mois, c'est qu'il n'y a pas trop de problèmes. C'est que l'enfant, il tète bien, que la lactation, elle est bien mise en place. Donc, je pense qu'il faut vraiment arrêter de se poser la question de chiffres parce que en fait, il y a dans les études qui ont été faites, il y a une fourchette immense et ça dépend de tellement de choses, de la capacité de stockage, de la manière d'allaiter, les conduites d'allaitement. Donc, je pense que c'est vraiment difficile de donner un chiffre. En moyenne, dans les études, on observe que en moyenne, une tétée sur les deux seins, c'est à peu près 110 grammes de lait. Mais en fait, ça dépend tellement de choses. Je pense que ce qui est important, c'est enfin, comme on a dit, c'est les courbes de croissance, voir que le bébé il grandit bien, il prend bien du poids, il suit bien sa courbe. Et puis voilà, si c'est un allaitement à la demande, et ben le bébé il demande, on lui donne le sein, tout en sachant qu'à 8 mois, comme on disait tout à l'heure, on peut tout à fait différer aussi la demande et que voilà les choses s'installent. Mais en général à 8 mois, quand on arrive ici, l'allaitement il est bien mis en place et que faut pas trop se. C'est sûr qu'on n'a pas des seins gradués malheureusement, mais voilà, c'est l'allaitement. Marie, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. On arrive bientôt à 1 heure d'épisode. On a quand même balayé énormément de thématiques, de sujets. Et puis ce podcast va être très complémentaire avec celui qu'on a enregistré précédemment au table ronde avec Caroline, que je vous invite à écouter aussi. Comme ça, vous aurez le sommeil, l'alimentation, toutes les diverses questions par rapport aux mamans, au stock, à tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Ça fait quelque chose de très complet. Mais bien sûr que ça ne peut pas non plus remplacer une consultation en tant que telle individualisée, c'est évident. Donc si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, vous pouvez d'ores et déjà contacter les professionnels au sein du Village Fait Dodo et notamment Marie, puisque Marie, quand le podcast sera diffusé, tu es d'ores et déjà notre référente au sein du Village Fait Dodo, et donc les familles peuvent s'adresser à toi pour aller un petit peu plus loin et puis avoir des conseils individualisés si c'est nécessaire. Tout à fait. Est-ce que, Marie, tu as un petit mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, par rapport à quelque chose que tu souhaitais partager? Ben, comme on disait, du coup, moi je pense que l'allaitement, c'est quand même quelque chose qui est plus forcément si instinctif. On voit plus on voit plus forcément nos mères, nos grands-mères. On est quand même dans une société où on est assez isolé. Donc déjà la parentalité, hein, c'est compliqué. L'allaitement, ça peut engendrer du stress, ça peut engendrer aussi une certaine fatigue, comme autre mode d'alimentation hein, d'ailleurs. Mais voilà, je pense que ce qui est très important
important, c'est de se renseigner sur les personnes qu'on peut contacter, avoir du soutien extérieur, du soutien logistique, du soutien émotionnel, du soutien social, financier. Enfin voilà, avoir quand même ce soutien et puis connaître, avoir un petit carnet d'adresses de personnes euh, pour discuter. Il existe plein de groupes d'allaitement et plein d'associations. Il y a pas que les consultantes IBCLC, il y a vraiment plein il y a un grand réseau d'allaitement. Beaucoup de choses sont gratuites. Donc je pense que c'est très très important d'avoir ce soutien parce que voilà, c'est plus transmis comme avant et on a perdu beaucoup dans notre société quand même de ce soutien, d'être entouré. Donc voilà. Et puis en plus de ça, le stress physiologique, la charge mentale, peut aussi faire peiner pour l'allaitement, peut aussi nuire à la production de lait si on est très très stressé. Et souvent, à partir du moment où on a du soutien, tout coule, en tout cas tout va beaucoup mieux, donc ça peut vraiment valoir le coup effectivement. Et puis l'anticipation aussi, ça fait l'objet d'autres podcasts qu'on a pu enregistrer par le passé sur Allo fait dodo, et je vous invite à aller y regarder, vous mettez dans les mots-clés allaitement et vous allez voir, il y a pas mal d'épisodes qui vont ressortir. Le fait de pouvoir préparer, tu en parlais Marie tout à l'heure, le fait de pouvoir préparer, se projeter par rapport à son allaitement, en tout cas connaître certaines choses, le fait de pouvoir anticiper justement comment on va être entouré au moment de l'accouchement, après l'accouchement, pouvoir se faire aider pour les repas, etc. Ça permet quand même à la maman d'être beaucoup plus disponible et disposée, surtout si en plus il y a des aînés. Ça permet que l'allaitement se mette bien en place et puis perdure aussi plus longtemps. Merci beaucoup Marie pour ton temps sur cet épisode, sur le précédent aussi. Et puis les familles peuvent te retrouver, on mettra bien sûr dans le descriptif, ils pourront te retrouver au sein du village fait dodo. Et puis ils peuvent te retrouver s'ils ont besoin. Merci beaucoup et je te souhaite une belle journée. Merci Aurélie. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous très bientôt avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fait Dodo, c'est sur faitdodo.fr que ça se passe, comme une fée et comme un dodo. Les liens d'accès à l'ensemble du contenu qu'on vous propose est en bas dans la description du podcast. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo fait dodo ? Alors dites-le nous, sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles. Vous participez ainsi à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Et si vous souhaitez témoigner, vous aussi, tant parents, professionnels, alors contactez-nous. Merci et à très bientôt sur Allo fait dodo.